Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui poursuivent leur reprise après déjà plusieurs séances de hausse consécutives. Les marchés en Europe attaquent la semaine du bon pied avec une hausse de quasiment 1% pour le CAC 40 à mi-séance. Que penser de ce regain d'optimisme sur les marchés, un regain de quelques jours et qui a plutôt la forme d'un soulagement chez les investisseurs, regain d'optimisme relatif bien sûr, puisque ce regain, cette reprise de marché est quand même fondée sur l'idée que l'économie, la croissance économique est en train de ralentir et va peut-être permettre de faire baisser un peu les pressions inflationnistes et donc redonner in fine quelques marges de manœuvre aux banques centrales pour ne plus être aussi agressives qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà donc pour le schéma de marché qui justifie la reprise des actions. On l'a vu sur le marché américain tout au long de la semaine dernière. On verra évidemment où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là avec nos invités à suivre dans un instant. Sur le front de l'inflation, notez qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au pic d'inflation en zone euro. Nous aurons tout au long de la semaine et dans les prochaines heures les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro. On a eu les chiffres pour l'Espagne ce matin qui montrent d'ailleurs sur un an que l'inflation continue d'accélérer. Et puis nous aurons l'inflation allemande pour le mois de mai à 14h, la première estimation qui devrait là aussi ressortir peut-être un peu au-delà de 8% sur un an contre un chiffre au mois d'avril pour l'Allemagne qui était légèrement inférieur à 8%. Et puis je le disais, les enjeux techniques de marché, jusqu'où ce rebond peut-il se développer? C'est la question de ce début de semaine et le plan de trading est à suivre dans quelques instants avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct qui sera avec nous en visioconférence pour cette demi-heure. Mais d'abord, le soulagement de marché qui se poursuit après déjà plusieurs séances de reprise la semaine dernière sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis. Un soulagement qui se traduit par une hausse de quasiment 1% à mi-séance pour les actions européennes. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. L'indice parisien penche pour du vert à la mi-journée, tout comme l'ensemble des places européennes. Aujourd'hui, Wall Street ne donnera pas le la. La place américaine restera fermée à l'occasion du Memorial Day. Pour l'heure, la tendance profite de la bonne orientation de l'Asie, alors que la Chine lève crescendo ses restrictions sanitaires. Les valeurs du luxe et celles liées à la consommation en Chine sont revigorées. L'Oréal, Hermès, Kering et LVMH caracolent en tête du CAC. Pernod Ricard est aussi en nette progression. Hors indice phare, Interparfums bondit. Sur le plan des indicateurs, la première estimation de l'inflation en Allemagne en mai sera publiée à 14h. Plus tard dans la semaine, l'attention portera sur les États-Unis avec la publication vendredi des chiffres de l'emploi du mois de mai. Il y aura avant cela la publication du livre beige de la Fed mercredi. Mercredi marquera aussi le début pour la Banque centrale américaine de la réduction de la taille de son bilan. Plus près de nous, alors que ce dimanche, l'Union européenne n'est pas parvenu à trouver un accord quant à un embargo sur le pétrole russe. Une nouvelle proposition révisée a été présentée. Elle comprend un délai sur les restrictions du brut russe transitant par le pipeline Druzhba. Ce dernier fournit la majorité des importations à la Hongrie, principal opposant à la première mouture. Le sujet sera abordé aujourd'hui et demain dans le cadre d'un Conseil européen. S'agissant du reste des valeurs à suivre, Sanofi recule nettement sous l'effet d'une annonce selon laquelle la FDA a choisi de différer le lancement de l'essai en conditions réelles d'utilisation du Cialis visant à obtenir le statut de médicament en vente libre. Ailleurs en Europe, Siemens s'avance dans le vert après avoir remporté un contrat de plus de 8 milliards d'euros pour la construction en Égypte de près de 2000 km de voies ferrées à grande vitesse. Tendance, mon ami, les infos clés de marché résumées à 12h30 et 17h chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Et comme chaque lundi, à la mi-journée, pour entamer la semaine, les enjeux techniques de marché avec les équipes de Bourse Direct. Romain Dobré est avec nous à distance, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être avec nous. Effectivement, les grands indices actions mondiaux ont mis un terme à une série de 7-8 semaines de baisse consécutive. La semaine dernière a été une semaine de rebond marquée d'ailleurs pour les indices actions aux États-Unis et en Europe. Romain, est-ce que la situation déjà est suffisante pour estimer qu'on est sorti peut-être de la pression baissière de court terme continue depuis plusieurs semaines sur les marchés actions? Bonjour Grégoire. Oui, effectivement, on le pense en tout cas. On a probablement marqué un point bas à court terme avec des éléments de retournement qu'on pressentait la semaine dernière qui se sont validés tardivement dans la semaine. C'est vraiment jeudi que le mouvement a été déclenché, mais il y a des éléments suffisamment forts pour considérer qu'on marque au moins un coup d'arrêt dans cette tendance baissière et que c'est probablement la première jambe d'une structure de retournement de plus long terme. D'autant plus qu'il y a du cash, des opérateurs et des niveaux d'entrée qui sont intéressants. Donc, il se produit quelque chose. On a même un peu de soutien dans ce mouvement haussier, c'est-à-dire que la position ouverte sur le futur CAC 40 a progressé jeudi et vendredi au cours des deux séances de progression de 6700 contrats futurs. Donc, il y a un peu de soutien dans ce mouvement. Reste que les vendeurs avaient la main, qu'il y avait un peu de pression baissière et qu'il va y avoir des niveaux charnières à déborder, on va les détailler ensemble, mais que aussi les volumes pêchent un peu pour l'instant encore. Alors on va voir, ça peut venir et s'étoffer, mais on a besoin pour retourner un mouvement de marché que les volumes viennent en soutien. Et là, pour l'instant, c'est encore un peu modéré. On constate aussi que immédiatement, et dès qu'on remonte un petit peu sur l'indice parisien, eh bien, autour des 6500 points, le ratio de couverture diminue rapidement. C'est-à-dire que la protection est plus basse dans les portefeuilles. C'est compréhensible, la couverture coûte cher. Et donc, le niveau de couverture est plutôt situé en dessous, aux alentours de 6300, 6250. Et là, à ce niveau-là, on a à nouveau du soutien dans le marché. Donc, on pourrait avoir des marchés un peu fébriles et qui pourraient être toujours un peu volatiles, mais il se produit quelque chose et qui sera à confirmer. Mais à court terme, il peut y avoir quelque chose de relativement fort avec un peu de marge de progression encore sur les indices, même si on a déjà fait une grande partie du chemin haussier. Ouais. Si on essaye effectivement de cadrer un peu techniquement l'idée de ce rebond, Romain, qui a déjà démarré, vous faites bien de le dire, il y a déjà quelques séances de forte reprise sur les indices actions. Si on prend le S&P 500 américain comme référence, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de cible, en termes d'objectifs peut-être qu'on peut se fixer dans le cadre d'un rebond sur le marché américain? Et puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi des horizons de temps qu'on peut avoir sur l'idée d'un rebond qui pourrait continuer de se développer? Là, on a mis un coup d'arrêt à un mouvement baissier de plusieurs semaines, effectivement, en franchissant, vous le voyez, la ligne de tendance baissière qui était active depuis maintenant plusieurs semaines, effectivement, et de façon assez puissante, avec une divergence haussière sur le MACD qu'on a réindiqué ici, à un franchissement de 3972 points qui a déclenché un mouvement haussier. Alors, pour ce qui est de l'horizon de temps, pour revenir tout de suite à l'horizon de temps, probablement pendant quelques jours, voire peut-être quelques semaines, on s'est dégagé de ce problème baissier, mais on voit que la structure est petite pour l'instant et on n'a pas de figure de retournement haussière. Ça, c'est propre, par exemple, au S&P, on le voit bien ici, il n'y a pas une figure de retournement haussière. Il y en a sur les indices européens, ça c'est mieux, mais elles sont petites comparativement aux structures de retournement baissière qu'on a connues en face. Donc c'est un mouvement de rebond dans une tendance baissière. On rompt avec la tendance baissière de court et moyen terme, donc c'est un mouvement relativement fort, mais on le voit, déjà les premières cibles sont proches. Alors il y a un niveau de résistance important à 4169, les futurs américains oscillent autour ce matin, donc on est déjà en train de tenter de déborder ce niveau-là. La première cible, c'est 4247 points sur le S&P. Et puis la cible idéale, l'extension, c'est aux alentours de 4367 points. Et la grosse résistance, c'est un peu sous les 4400 points, 4392. On pourrait envisager des extensions jusqu'à ce niveau-là. Ça fait encore 5 à 7% de progression sur le S&P. Ça n'est pas négligeable. On voit qu'en termes de risque-rendement, rentrer maintenant, c'est un peu compliqué aussi. Donc, en stratégie, c'est un peu délicat. C'est pour ça que c'est toujours pas mal et ce marché nous y force d'anticiper les mouvements et de réagir assez tôt. Mais on a des petites résistances intermédiaires et puis des niveaux majeurs, 4169, qu'il va falloir travailler. Et la force du mouvement
prouve que probablement on va aller peut-être aller chercher ces cibles assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de stress de marché? Et c'est vrai qu'on regarde parfois les divergences qu'il peut y avoir entre différents indicateurs de marché. Est-ce que là, il y a une forme de cohérence entre le rebond qu'on observe depuis déjà quelques séances sur un indice comme le S&P 500 et le niveau de stress qu'on peut mesurer dans le marché à travers le VIX, par exemple, Romain? Complètement. L'intérêt de constater, j'ai repris ici un graphique qu'on avait déjà étudié avec des niveaux que j'ai indiqués qui sont un peu subjectifs, mais qui me semblent intéressants pour avoir des points de repère. On est revenu dans ce que j'ai appelé le niveau d'alerte, c'est-à-dire qu'on est toujours prudent sur le VIX, entre 21,50 et 28. On est quand même vigilant, les portefeuilles sont relativement couverts, mais on est revenu dans une zone qu'on n'avait pas atteint en clôture depuis plus d'un mois. Donc c'est important aussi, le marché se détend. On a ces deux mèches hautes au niveau de 39,30 que j'ai indiqué comme étant le niveau de panique, qu'on a touché par 2 fois, et il y a un rejet contre ces niveaux-là. Donc une détente et effectivement une grande cohérence à ce moment-là avec l'évolution de l'indice S&P lui-même. Et donc ce retour au niveau d'alerte, on voit qu'après il y aura vigilance puis optimisme. Et on est loin d'être en complaisance dans l'immédiat. Donc on a de la marge encore pour progresser et un indice de volatilité qui se détend assez significativement, mais qui reste tendu au-delà de 20, c'est quand même important. Ça n'est pas le niveau normal pour le marché, même si on le disait, le niveau de couverture est tout de suite moins important dès qu'on remonte un peu sur les indices. Donc il y a un vrai signal qui se met en place aussi du côté de la volatilité, et avec des pics haussiers qui sont à plus de 3 mois d'écart sur l'indice de volatilité et ces rejets qui indiquent qu'effectivement il se passe quelque chose, il y a une réelle détente sur le marché. Oui, effectivement, qui se confirme aussi quand on regarde par exemple le dollar, l'indice dollar notamment, Romain. Il faut se rappeler que la baisse continue pendant cette semaine des marchés actions américains et dans le monde en général s'est accompagnée avec une accélération à la hausse du dollar contre la plupart des grandes devises mondiales. Là aussi, est-ce que la tendance à la hausse du dollar est en train de montrer au moins des signes d'essoufflement, Romain? C'est ça, c'est de l'essoufflement pour l'instant, avec un avalement baissier qu'on avait évoqué la semaine dernière. La bougie de la semaine dernière avait englobé la bougie de la semaine encore précédente, et on voit que ça s'est matérialisé par une baisse assez significative du dollar contre l'euro, un rebond de l'euro bien sûr en face, et un retour probable du dollar contre alors soit un support qui est 101,05, soit le canal haussier de moyen terme qu'on avait débordé puissamment et qui pourrait servir d'appui. Donc il n'y a pas du tout d'invalidation de la tendance haussière de fond, mais une vraie pause marquée et qui est à l'image de l'excès, ou en tout cas de la puissance haussière qui avait eu lieu. Les mouvements sont assez brutaux aussi de ce côté-là, mais pour l'instant, juste une consolidation dans une tendance. Si on regarde à nouveau les objectifs, les cibles qu'on peut se fixer sur les grands indices actions, on a détaillé le S&P 500, comment est-ce que la situation se traduit sur le plan européen, Romain, si on prend comme référence l'Eurostoxx 50? Et là, comme je vous le disais, on a des cibles de retournement haussière sur les indices européens. Ça, c'est une bonne chose. Ça traduit effectivement un arrêt dans la baisse. Et cette structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, je ne l'ai pas indiqué, on la retrouvera sur le futur CAC 40 après, mais on a franchi cette ligne de coup puissamment. On a enregistré 5 séances d'affilée de hausse, et dont la séance du jour. Et on a débordé aussi la ligne de tendance baissière de moyen terme. Alors, on l'a débordé. Ça n'est pas acquis, c'est en séance pour l'instant, mais cette ligne de tendance baissière de long terme que vous voyez en bleu. Et donc, c'est important aussi parce qu'au-delà de la structure de retournement, on déborde ce niveau sous lequel on évoluait depuis plusieurs semaines maintenant et depuis le mois de février. Donc, c'est lourd de signification. En revanche, je vois que la cible idéale sur l'indice Eurostoxx, elle se situe à 3976, 76,5. Et donc, on en est relativement proche déjà, alors qu'on aborde un niveau de résistance majeur qui est 3870 points. Donc, on va avoir des résistances fortes en face de nous. Non seulement ces niveaux importants sous lesquels on a évolué longtemps, mais en plus avec des vendeurs qui avaient la main un peu plus haut et qui vont probablement, avec lesquels il va y avoir de la bataille et du temps pour pouvoir reconstruire une structure de retournement haussière et aller déborder des niveaux clés, notamment le niveau de 4018 sur l'Eurostoxx, ne sera probablement pas débordé dans les jours ou semaines qui viennent. Ouais, c'est un rebond qui va être testé effectivement par les opérateurs de marché, on l'a bien compris, Romain. Si on zoome là précisément sur le CAC 40, le futur CAC, sur une lecture journalière, le graphique en 14 heures du futur CAC, Romain, on voit bien effectivement qu'on sort là grâce au gap du jour, on sort de la zone d'alerte de long terme.
Exactement. On sort du canal baissier à nous aussi ce matin, après avoir débordé la ligne de coude, la figure de retournement haussière en épaule tête-épaule inversée. On voit bien le ETE qu'on laissait en suspens lundi dernier. Il est validé cette fois-ci, bien entendu. On accélère et on sort du canal baissier, en tout cas pour l'instant. C'est important, surtout avec un gap, c'est un signe de force. C'est sur le futur CAC 40 probablement un gap de rupture. En parlant de gap, on peut indiquer aussi que sur le CAC 40 cash, il y a déjà eu 2 gaps, un la semaine dernière et un ce matin, et que c'était probablement celui de ce matin, un gap de continuation qui indique la moitié du parcours à venir et qui donne des cibles équivalentes sur le futur. Donc les niveaux sur le futur CAC 40, la cible idéale c'est 6829 points. On va déjà devoir s'affranchir de 6548,5 qui était un niveau fort en clôture. Pour l'instant, on oscille autour. On est un peu en train de s'installer au-dessus, mais on oscille autour. Et puis, on a une très grosse zone à déborder qui est la zone 6680, 6741 points. C'est sous ce niveau-là qu'on a construit toute la baisse. Et ça aussi, ça va être une zone d'enjeu forte pour les opérateurs. Et il va probablement y avoir une bagarre assez importante et intense sur ces niveaux-là. On n'y est pas encore, mais voilà de quoi laisser un scénario haussier et de l'ouverture pour les semaines à venir. Alors évidemment, le retour sous 6486 serait pas bon, il invaliderait en partie le mouvement. C'est surtout 6400 points, donc 6398 sur le futur CAC 40 qu'on aurait des signaux de faiblesse. Clairement à court terme, mais l'invalidation de long terme elle est lointaine maintenant, elle est sous 6160 points. On s'en éloigne et c'est tant mieux. Et ça laisse présager d'un scénario encore haussier pour quelques semaines. Bon, on retrouve un peu de confort à court terme. Pour conclure, Romain, et je sais que c'est une valeur référence que vous aimez bien nous montrer le lundi dans le plan de trading, c'est Kering. La valeur qui a craqué en premier, il faut se souvenir, c'était déjà en août 2020 qu'on avait eu ce choc sur le secteur du luxe, Kering étant l'emblème. Et c'est vrai que quand on regarde le graphique de Kering là, que vous nous proposez, en dézoomant un peu, effectivement, on voit bien quand même où on se situe pour une valeur comme Kering, effectivement, qui a été emblématique de la baisse des marchés ces derniers mois. Exactement, voilà. Elle est significative en ce moment. Ça a été notre premier warning au mois d'août dernier. Et en effet, elle a encaissé une baisse très significative. Elle a rompu même le canal haussier de long terme précédent, l'ancien canal haussier de long terme qui est en noir. Elle en est sortie par le bas et puis elle a évolué au sein d'un canal baissier de moyen terme qui celui-ci est en bleu et effectivement elle en sort ce matin avec un gap elle aussi, alors toujours dans des volumes qui sont un peu faibles compte tenu des circonstances. Alors les marchés américains sont fermés aussi aujourd'hui pour Memorial Day, donc évidemment ça ne permet pas d'alimenter des volumes extraordinaires, mais il y a un petit peu de soutien quand même. Il se passe quelque chose globalement d'ailleurs sur le secteur du luxe. Ça fait partie des secteurs sur lesquels il se produit quelque chose. En revanche, voilà, on voit les masses que j'ai entourées en rouge en haut, qui est la structure de retournement baissière qui s'est mise en place sur plusieurs semaines. Et puis, ces 5 dernières bougies qui permettent de former une petite structure de rebond, une petite structure de retournement haussière, mais qui n'est pas une figure de retournement haussière à proprement parler. On peut donc imaginer qu'elle rebondisse encore, qu'elle aille chercher peut-être des cibles sous 593 par exemple, ou sous son ancien canal haussier de long terme, et puis qu'il y ait un reflux ensuite pour aller former peut-être ce qu'on appelle un double bottom ou une structure de retournement haussière plus forte. Et ça va pouvoir prendre du temps. Et je pense qu'elle est aussi, même dans ce mouvement de rebond, significative de la tendance de fond du marché. C'est-à-dire que ça n'est pas cette petite structure qui est entourée en vert, en bas à droite, qui va invalider ce gros mouvement baissier de plusieurs mois. Et c'est ça l'enjeu et les forces en présence, même s'il y a du mieux et même si pour un investisseur de long terme, on trouve des points d'entrée ici qui peuvent être probablement intéressants. Mais il y a fort à parier et les cycles l'indiquent aussi et le timing, avec le timing de l'été probablement qui va être compliqué, qu'on va revoir des points bas et que la structure n'est pas assez forte pour retourner le marché dans l'immédiat. On va probablement avoir des répliques baissières. Pour l'instant, le mouvement est en place et on en profite et on l'accompagne bien entendu. Soulagement de court terme, c'est l'idée qui domine depuis quelques jours désormais sur les marchés, avec toujours quand même ce message de prudence. On reste dans des marchés compliqués avec une ambiance compliquée et un environnement global qui reste compliqué évidemment pour les investisseurs. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct. Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui était avec nous en visioconférence aujourd'hui, la semaine qui sera marquée, je le disais en introduction, par les chiffres d'inflation en zone euro. Et puis un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié ce vendredi à 14h30.
Poursuivons sur l'idée d'un soulagement et d'un rebond, même peut-être de quelques jours, quelques semaines sur les marchés avec John Plassard, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, 3 à 4 séances de reprise, une semaine de reprise qui vient mettre fin à 7 semaines de baisse continue pour les actions mondiales. Ça donne quand même l'idée que quelque chose est en train de se passer. Oui, alors, bonjour Grégoire. Le seul souci, je dirais, ça fait depuis quelques semaines qu'on espère à chaque fois que le rebond soit probant, et puis il n'est pas probant, mais là, il semble qu'on ait peut-être potentiellement d'autres indications qui nous laissent penser que ça pourrait durer plus longtemps. D'abord, vous avez la question du Covid-0 à Shanghai et à Pékin, puisqu'on sait qu'à partir du 1er juin, donc après-demain, eh bien, Shanghai devrait être plus libre, entre guillemets, c'est difficile à dire, mais on devrait déjà avoir une détente de ce côté-là, donc ça c'est assez positif. Vous avez évidemment la question et tout le débat qu'il y a eu la semaine passée, vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire que potentiellement la Fed puisse arrêter de monter, faire une pause sur la hausse de ses taux en septembre. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose pour les investisseurs. L'autre question, c'est le fameux pic de l'inflation. Vous savez, on parle beaucoup du pic de l'inflation après la publication de l'indicateur sur l'inflation préférée de la Fed, qui est le PCE, aussi sur les prix à la consommation, le CPI, qui sont en légère décroissance, donc on pourrait espérer. Et puis, chose assez intéressante, me semble-t-il, c'est que le fait que la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, ait dit qu'elle allait, elle l'a clairement dit, elle allait monter ses taux en juillet prochain, on a l'impression que c'est un soulagement pour les marchés, puisque de plus en plus, vous aviez tous les investisseurs qui se disaient ils sont vraiment en train de faire une erreur de politique monétaire. On l'a encore vu ce matin avec les chiffres de l'inflation en Allemagne. Eh bien, on voit qu'effectivement, il faut faire quelque chose, si ce n'est d'avoir des munitions pour la prochaine récession. Donc là, c'est un peu un soulagement, je dirais, de la part des investisseurs de savoir que la BCE va monter, mais pas trop. On sait qu'elle sera évidemment moins agressive que la Fed. Donc on est dans un environnement où si vous mettez toutes ces étoiles, vous les juxtaposez, eh bien potentiellement, ça peut nous donner un rallye assez intéressant. Alors après, sur les fondamentaux, il faudra regarder un peu plus loin, il faut qu'on ait d'autres données. Mais en tout cas, sur le court moyen terme, je dirais qu'on est potentiellement assez bien placé. C'est intéressant ce qui se passe avec la BCE parce qu'on a l'impression de revivre avec un décalage de quelques mois ce qu'on a vécu avec la Réserve fédérale américaine. Il a fallu que la Réserve fédérale américaine effectivement s'engage à remonter ses taux pour que le marché se rassure sur l'idée qu'il y avait quand même un pilote dans l'avion quelque part pour lutter contre l'inflation. On a l'impression qu'on est en train de revivre cette séquence du côté de la Banque centrale européenne. Et d'ailleurs, on voit l'euro qui devenait un sujet de préoccupation pour les banquiers centraux européens, qui rebondit quand même par rapport au point bas presque extrême qu'on a touché. On n'est pas allé jusqu'à la parité, mais 1,0350 sur la parité euro-dollar, c'est ce qu'on a vu début mai. On s'est éloigné de cette zone désormais. Oui, tout à fait. Puis il y a une chose aussi très intéressante, Grégoire, c'est que en fait, on a vu que lorsque la Fed a monté ses taux, il y avait un consensus total au sein des membres de la Fed. Alors qu'en Europe, il y avait un débat de se dire si on monte les taux, est-ce que ça va avoir une influence sur la croissance européenne? Et de l'autre côté, vous aviez ceux qui disaient il faut absolument monter ces taux pour combattre l'inflation. Et on a l'impression que ce débat, qui était donc complètement pas le même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, est en train de s'inverser. Puisque maintenant aux États-Unis, vous avez un débat de dire bon, il faut peut-être faire une pause en septembre. Parce que ça va avoir un impact sur la croissance, etc. Et en Europe, on a l'impression que maintenant, il y a un consensus qui se dessine pour dire, oui, on va monter les taux en juillet. Donc, il y a un peu, effectivement, un décalage, même décalage de débat entre les deux côtés de l'Atlantique. Et vous l'avez dit, il y a une chose très importante, évidemment, sur l'euro, c'est qu'on avait cet écart, ce spread entre la politique monétaire européenne et la politique monétaire américaine qui s'est élargie. Et puis là, il va se rétrécir, en tout cas les anticipations vont se rétrécir. Et puis il y avait aussi une autre chose, c'est qu'on disait oui, c'est l'Europe qui sera, et c'est juste, l'Europe sera la plus touchée au niveau économique par la guerre en Ukraine, mais on remarque qu'aux États-Unis, à cause des goulets d'étranglement, à cause de l'inflation,
eh bien, on voit aussi que la croissance décélère. Donc, ça va à l'encontre de ce décalage qu'il y avait entre l'euro et le dollar. Et puis, on commence à avancer. Eh bien, on commence à revenir sur des niveaux qui étaient plus intéressants. Ouais, un phénomène de rééquilibrage, de resynchronisation, on va dire les choses comme ça, avec un peu de prudence, mais effectivement, qui ramène un peu d'apaisement, on va dire. C'est vrai que de voir des tendances poussées à l'extrême, avec une vitesse de mouvement importante sur des devises comme l'euro, ça peut être inquiétant. Les choses se sont un peu apaisées de ce point de vue-là. Il reste un sujet quand même qui est très lié, bien sûr, à l'inflation. C'est la question des matières premières, du choc énergétique, des problèmes d'offres sur l'approvisionnement en termes de matières premières. Si on regarde par exemple les cours du pétrole, John, c'est difficile de voir un véritable apaisement de ce point de vue-là. Autant les investisseurs s'inquiètent peut-être du ralentissement futur de la croissance, mais quand on regarde le marché pétrolier, on voit que les problématiques restent différentes. La hausse du pétrole est repartie quand même ces derniers jours. On est quasiment à $120 sur le baril de Brent à nouveau. Oui, c'est vraiment intéressant de voir ce mouvement, parce que comme vous l'avez dit, il n'a pas vraiment baissé, ce baril n'a pas vraiment baissé face aux craintes que la croissance baisse. Et puis d'un autre côté, on a toujours évidemment la guerre en Ukraine, on a la réouverture, plus ou moins la réouverture de l'économie chinoise. Et ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est férié aux États-Unis pour Memorial Day, et c'est le début de la fameuse driving season. Vous savez, Grégoire, c'est là où tous les Américains prennent leur voiture pour partir en vacances. Et là, il y a un choc de la demande qui est très, très important. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'on voit que les taux d'utilisation des raffineries aux États-Unis, la semaine passée, étaient à plus de 93%. Et on estime que ce taux devrait, lors du mois prochain, être à plus de 95%. Et on n'arrive pas à ouvrir d'autres raffineries, premièrement parce qu'elles n'ont pas été rénovées lorsqu'on ne voulait plus, entre guillemets, de l'énergie fossile. Elles n'ont pas été réactivées aussi, il n'y en a pas des nouvelles qui ont été construites parce que ça coûtait trop cher, et aussi parce qu'on se disait qu'il y avait cette fameuse transition énergétique. Donc en fait, les Américains qui ont plein de pétrole se retrouvent dans un corner, dans un coin, où en fait ils n'arrivent plus à raffiner la demande qu'ils devraient avoir pour leurs propres habitants. Donc on est dans une situation où évidemment si vous n'arrivez pas à raffiner assez, je répète 95% du taux de raffinage certainement le mois prochain, eh bien vous avez les prix qui montent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien les prix à la pompe sont à nouveau sur des niveaux historiques et des hauts niveaux historiques. Et évidemment, ça impacte la consommation américaine. Ouais. On reste sur l'idée d'un problème d'offre. Les capacités de production de pétrole, les capacités de stockage, les capacités de raffinage sont quasiment au maximum aujourd'hui dans le monde, avec une demande qui reste toujours importante. On a vu les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que, oui, on aura toujours en deuxième partie d'année un marché pétrolier qui sera en déficit d'offres. Quand bien même on peut intégrer l'idée d'un ralentissement de la demande, il y a toujours un problème d'offre du côté des produits énergétiques et des produits pétroliers en particulier. Merci beaucoup, John. John Plassard avec nous tous les 15 jours, le lundi, pour faire le point sur les enjeux de marché, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.